Nous reprenons nos travaux dans le cadre de notre mission d'évaluation de la loi Claes-Leonetti, après avoir auditionné ce matin le Conseil national de l'Ordre des infirmiers, puis le Conseil national de l'Ordre des médecins. Nous accueillons maintenant l'Académie de médecine et je veux remercier au nom de mes collègues Madame Claudine Esper, qui est professeure, qui est magistrate spécialisée en droit de la santé. D'accord, bon, il y a une erreur dans ma fiche. Et vous êtes vice-présidente du comité d'éthique de l'Académie nationale de médecine. Et Monsieur Bringer, Monsieur Jacques Bringer, vous êtes chef du service des maladies endocriniennes à l'hôpital La Péronie à Montpellier. Vous êtes doyen de l'Université de médecine Montpellier 1 et président du comité d'éthique de l'Académie. J'ai tout bon ? Oui, mais vous êtes, j'allais dire, vous êtes à vie. En tout cas, je veux vous remercier, professeur Esper et professeur Bringer, d'avoir accepté notre invitation. Je vais, comme de coutume, vous laisser la parole pour un propos liminaire. Évidemment, hein, vous avez bien compris que notre objectif, c'est de pouvoir évaluer cette loi. On s'aperçoit qu'il y a un manque réel d'évaluation de ce texte, tant sur le plan juridique, médical. Chaque audition depuis que nous avons commencé le démontre, et c'est pour cela que nous souhaitions avoir votre avis éclairé sur le sujet, et puis ensuite on sera amené, si vous en êtes d'accord, à vous poser quelques questions complémentaires. Voilà, je vous laisse la parole, professeur Bringer. Merci. Merci de nous accueillir. Je dirais des lieux communs pour commencer, mais qu'il est important de rappeler. Chacun ressent bien que la fin de vie, c'est une question de l'intime et qu'une loi de l'ordre du général ne pourra pas couvrir toutes les attentes, tous les champs. Tout ceci est d'une évidence absolue. Il y a 3 propositions qui font l'unanimité à peu près partout. Et donc, on peut en reparler sans cesse, mais puisqu'elles font à peu près l'unanimité, c'est pas sur ces points-là que nous insisterons, car je crois que toutes les parties insistent sur ces 3 points. Le premier, c'est améliorer, mieux diffuser l'information sur la fin de vie à travers les droits, les directives anticipées, la personne de confiance. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Mais il ne suffit pas de dire, pour que ça pénètre, la culture de nos concitoyens, et vous connaissez les chiffres. Le deuxième point, c'est développer la formation de façon obligatoire, c'est l'ancien doyen qui parle, sur les soins d'accompagnement, avec une force qui doit être bien supérieure à ce qu'elle est aujourd'hui. Et on peut rendre une formation pertinente et appropriée à condition que l'ensemble des formations de soignants et de médecins et de personnel de santé impliqués puissent s'approprier, apprendre à gérer une fin de vie pour qu'elle soit plus apaisée. Donc l'offre de formation est fondamentale, c'est à moyen terme le résultat, mais on n'aura jamais assez de structures de soins palliatifs pour couvrir partout, toujours, dans toutes les situations. Et le troisième point, et je crois que tout le monde est d'accord là-dessus, c'est de combler le décalage actuel évident entre la loi
et son application qui est insuffisante, en particulier pour ce qui concerne la pratique de la sédation profonde et continue et d'une analgésie professionnelle partout, à domicile, dans des structures de proximité, et nous savons tous les départements qui sont dépourvus de compétences, pas seulement de structures, de réelles compétences. Donc ces 3 points, on peut les rabâcher, mais je ne crois pas qu'ils fassent l'objet d'une discussion. Le cœur du problème, et je pense que l'Académie de médecine, et je conclurai par ça mon introduction, en est totalement consciente. C'est un équilibre entre la nécessité d'apporter aux personnes les plus souffrantes, désespérées, une solution qu'elles ne trouvent pas dans des situations de moyen terme, d'espérance de vie ou de fin de vie. Il y a là un vide et il serait inhumain de ne pas le regarder comme, je crois, ce serait une posture plus qu'un regard véritablement humain sur ces situations. Cet aspect, l'Académie de médecine le regarde en face, débat là-dessus, des propositions sont sur la table, nous les avons rédigées, elles doivent être votées. Je ne peux pas vous dire encore si elles iront au bout, mais je pense que ce regard est présent. Le deuxième point, c'est qu'il faut une protection des plus vulnérables avec une force et une démonstration que l'on veut les protéger. Nous avons entendu, comme vous, les représentants, les associations des vulnérables, les personnes handicapées lourdes, les polyhandicaps, les personnes qui travaillent sur les maladies psychiatriques, les états dépressifs dits réfractaires. On est là sur un terrain extrêmement sensible. L'exemple des Pays-Bas sur les publications internationales de l'étude des registres montre qu'il y a des dangers patents, objectivés, dramatiques, de glissement dès qu'on touche aux problèmes psychologiques, à la souffrance psychologique et à la maladie mentale. Les chiffres dans ces publications sont clairs. Les registres sont ouverts. Et des exemples nombreux montrent qu'aux Pays-Bas, les psychiatres sont en recul alors qu'ils ont été en pointe sur l'assistance au suicide, en très net recul, vu les dérives qu'ils ont observées. Voilà ce que je voulais dire. Donc entre l'autonomie et le choix de décider de sa vie et de sa mort, et la protection des plus vulnérables, on est sur un fil du rasoir où chaque mot, évidemment, compte, chaque article permettant de montrer qu'il y a un équilibre et qu'il n'y a pas abandon des vulnérables sera extrêmement important. Merci.
Merci, professeur. Madame Espert, si vous voulez peut-être rajouter... Oui, juste quelques mots en introduction, parce que je crois que Jacques Bringer a dit vraiment l'essentiel du sujet. On est effectivement, enfin, on a la chance dans notre pays d'avoir sur le sujet de la fin de vie un corpus législatif, on peut l'appeler ainsi, qui est certainement très bien, qui a d'ailleurs été adopté facilement au Parlement, et qui à la fois reconnaît les droits des patients, ça a été accentué en 2016, donc les affirme avec plus de force, couvre certaines situations difficiles, essentiellement la fin de vie à court terme, intègre le respect de la volonté du patient via les directives anticipées, donc un corpus législatif dont à mon sens on ne peut que se féliciter, qui existe, mais comme l'a dit Jacques Bringer, le gros problème dans notre pays à ce jour, c'est évidemment l'appropriation par le public et puis également une connaissance, une meilleure connaissance par les professionnels et les professionnels de toutes catégories. Je crois que là, il faut viser toutes les catégories. Donc il est évident que là, il y a un effort à accomplir pour améliorer la situation. Quand on auditionne, on entend par exemple que la sédation profonde et continue, il y a des pratiques divergentes. On entend également que bien des départements de notre pays n'ont pas d'unité de soins palliatifs. Donc, une série de points sur lesquels, effectivement, on ne peut qu'être d'accord. Ça, c'est un premier point. Puis alors après, il y a évidemment le fait qu'on a quand même certaines situations humaines totalement désespérantes. On a notamment auditionné à l'Académie le chef du service qui traite les maladies de Charcot. Quand on entend ces propos, il dit lui-même qu'il a des demandes de personnes qui souhaitent en finir. Par ailleurs, moi je travaille en cancérologie, je préside le comité éthique et cancer. On entend aussi là des témoignages de malades, de personnes malades, qui, après des années et des années de traitement pour cette maladie qui devient chronique, on n'en peut plus. C'est totalement inhumain de continuer. Donc il y a certaines situations, des cas limites évidemment, qui posent question. Et là, on arrive effectivement à cette balance à trouver entre le respect, la protection de la personne, bien entendu, et puis d'un autre côté, le respect de sa volonté. Donc une balance à trouver qui est extrêmement difficile. Alors faut-il ouvrir? C'est vraiment la question qui se pose à ce jour. Et si on ouvre, attention effectivement à ce que l'on constate à l'heure actuelle dans les témoignages que l'on entend des représentants d'autres pays où il y a un glissement, une dérive. Donc il faut certainement faire très attention. Donc voilà la situation dans laquelle on se trouve à ce jour. Merci. Alors avant de donner la parole à nos deux co-rapporteurs, je voulais vous interroger sur deux notions qui apparaissent dans la loi Claes-Leonetti, sur la notion d'obstination déraisonnable, bon, prolongement de ce qu'on appelait l'acharnement thérapeutique, mais qui donc est très clairement mentionné, est un des piliers de ce texte, c'est-à-dire faire en sorte que cette obstination déraisonnable ne puisse plus intervenir. Donc je voulais savoir tout simplement comment elle est appréhendée concrètement par les médecins. Et le deuxième point qui a donné lieu qui est revenu dans l'actualité, j'allais dire juridique, avec la décision du Conseil constitutionnel, c'est sur la notion de directive anticipée manifestement inappropriée. Donc on a eu une situation assez originale, pour ne pas dire baroque, à laquelle le Conseil constitutionnel a dû apporter une réponse de droit. Mais comment vous percevez, au-delà de la difficulté visiblement de faire connaître et de faire presque comprendre ce que sont des directives anticipées, en tout cas les développer, comment le médecin se retrouve dans cette situation où il doit juger, où
le médecin, le collège médical, hein, puisqu'on est évidemment dans une procédure collégiale, se retrouve à définir des directives comme inappropriées. Alors que ce soit dans un sens ou dans l'autre, en général, ce n'est pas forcément dans le sens du cas qui a été soumis au Conseil constitutionnel, mais à la limite, peu importe, puisqu'il s'agit de définir ce qu'est une directive inappropriée. Et je voulais vous interroger sur ces deux notions qui, peut-être concrètement, sont difficiles à appréhender dans le quotidien. Alors, je répondrai à la première partie, et puis je laisserai Claudine sur les directives anticipées. L'obstination déraisonnable, si on écoute, les réanimateurs disent on passe beaucoup de temps à dire aux familles qu'il ne faut pas poursuivre, et pas l'inverse. Ça, c'est le milieu de la réanimation. Il est clair qu'aujourd'hui, dans la grande majorité des services de réanimation, les réanimateurs appliquent, dans l'immense majorité des cas, l'arrêt des soins, pas des soins, mais de l'obstination déraisonnable. Car les soins, bien sûr, doivent se poursuivre. Ça, je crois que dans le milieu de la réanimation, c'est réglé. Ensuite, il y a des obstinations déraisonnables non dites qui ont des alibis. Madame Christol connaît bien cela. Dans le milieu de la cancérologie, il y a des chimiothérapies de 6e ligne, 5e ligne, 7e ligne, qui ont quelque chose avec l'obstination non dite. C'est une autre forme, mais les patients nous le disent. Mais ils le réclament aussi. L'ambiguïté qui fait qu'il est parfois plus facile d'annoncer une énième ligne d'action thérapeutique que d'annoncer qu'il faut passer à des soins d'accompagnement et des soins palliatifs. C'est le colloque humain qui pousse parfois vers ça, parce que la personne ne veut pas entendre, ou ne peut pas entendre, ou le médecin ne peut pas dire. Vous savez, ce qu'on dit d'une annonce, c'est quelque chose que l'un ne veut pas dire, n'a pas envie de dire, et que l'autre n'a pas envie d'entendre. Et parfois, c'est tout à fait ça. Je crois qu'il y a des obstinations déraisonnables qui ne disent pas leur nom. Il y a parfois un non-dit là-dessus, l'exemple que... Mais globalement, aujourd'hui, j'ai le sentiment que les médecins, les soignants, sont de plus en plus vigilants à cet élément ancré depuis des années et qui est, je crois, de mieux en mieux appliqué. Oui, alors sur les... Voilà, c'est bon. Sur les directives anticipées, je dirais d'abord quelques mots sur le principe même des directives anticipées, et puis après, ensuite, je vous indique, enfin, je dirais quelques mots de cette décision particulière, évidemment. Alors, la notion même de directives anticipées, moi, je pense que c'est très important et que c'est très bien que ce soit possible, pas obligatoire, bien entendu. Pourquoi ? Parce qu'on constate effectivement que nos concitoyens ont, en quelque sorte, d'abord, ne connaissent mal cette notion, et que probablement dans la population, à partir de cette méconnaissance des dispositions d'ensemble qui existent sur la fin de vie, il y a certainement des freins psychologiques à envisager et à réfléchir à sa fin de vie, même quand on est jeune ou plus âgé, etc.
Et je pense que la notion de directives anticipées, si elle est mieux connue par le public, elle est en quelque sorte une porte d'entrée pour la personne, de réflexion sur l'éventualité de rédiger quelque chose. C'est une possibilité de s'informer pour sa fin de vie, pour la suite de son existence. On sait tous qu'un accident peut arriver à tout moment. Donc de savoir ce qui existe, par exemple, de connaître la sédation profonde et continue, de savoir ce que c'est. Et donc que enseigner et informer mieux le public sur la notion même de directives anticipées, la possibilité de les rédiger, c'est presque de l'éducation civique. Donc, sur le principe même, ça me paraît très intéressant. J'indiquerai également que, donc, dans cette action d'information qui, là aussi, est à faire pour le public, il faut faire attention à une chose, parce qu'on l'entend très souvent, on lit très souvent, on met ensemble les directives anticipées et l'entrée en hospitalisation ou l'entrée en EHPAD. On lit les deux. Or, c'est pas ça la réalité. C'est pas ça du tout. La réalité, c'est qu'à tout moment de sa vie, même quand on est jeune, moi je sais que je l'enseignais à mes étudiants, on peut réfléchir à ce que l'on voudrait pour la suite. Donc ça, c'est un point à bien marteler quand on parle des directives anticipées. Alors cela étant, il est évident, hein, on est tous conscients qu'il y a un effort d'information considérable à faire sur ce sujet. Il y a eu une ou deux campagnes d'information de la part du Centre national des soins palliatifs, je crois en 2018, c'est à refaire, c'est à marteler. Il faut utiliser tous les moyens de communication possibles. Donc ça, c'est très important. Donc voilà sur le principe même des directives anticipées. Par exemple, il faut aussi expliquer qu'on peut intégrer les directives anticipées dans mon espace santé. Donc des gestes de ce type qui doivent être indiqués à nos concitoyens. Alors maintenant, effectivement, il y a eu cette décision dans une situation très particulière où la personne avait écrit expressément qu'elle voulait vivre, et puis elle s'est trouvée dans une situation de fin de vie absolue. Il n'y avait vraiment aucun espoir. Et effectivement, nos deux plus hautes juridictions ont fait application de ce critère d'inappropriation. Alors, à cette occasion, moi, je me suis posé la question, est-ce qu'on aurait pu mieux rédiger les choses, mieux prévoir une telle situation? Alors, je dois dire que, après avoir un peu réfléchi à cette situation, je crois que la loi ne peut pas tout dire et qu'il faut en rester à des principes généraux. Le texte tel qu'il est rédigé avec la notion d'inappropriation ou de situation médicale complètement divergente, il est bien. Et donc, aller plus loin dans le détail, ça me paraîtrait vraiment n'avoir pas de sens. Mais par contre, je pense que dans l'information qui va être faite ou qui sera faite sur les directives anticipées, il faut expliquer qu'elles peuvent toujours être révisées et qu'évidemment, à un certain moment, on se porte d'une certaine manière, mais que la situation peut évoluer et qu'en toute hypothèse, le corps médical adapte du mieux possible ses décisions à cette situation évolutive. Je crois que c'est un ensemble de notions qu'il faut apprendre et expliquer à nos concitoyens. Voilà ce que je voulais dire sur les directives anticipées. Mais en toute hypothèse, qu'elles soient appliquées, mieux enseignées, ça me paraît très important. Caroline Fiat. Merci. Oui, alors, vu que j'ai embêté tout le monde avec cette question, pensez bien que je vais d'autant plus vous la poser. Pensez-vous que les soignants dans notre pays il y a un problème de formation et que du coup, nos soignants soient formés à guérir et que plutôt que d'être formés à soigner, ça puisse poser une problématique dans ce qu'on appelle l'obstination déraisonnable. Et faudrait-il revoir notre formation pas que des médecins, hein, de tous les soignants sur le sujet. On parle beaucoup aussi de collégialité et d'une problématique de collégialité sur le fait que parfois les paramédicaux, voire les familles, voire le médecin traitant ne ferait pas partie de cette collégialité. Est-ce pour vous un manque de pratique, un manque de connaissances juridiques de cette collégialité dans le moment où on passe aux soins palliatifs, à la sédation profonde? Est-ce que vous avez des préconisations sur le sujet? Et estimez-vous que les patients connaissent
la sédation profonde, connaissent leurs droits. Est-ce pour vous les médecins qui annoncent cette possibilité, ou pour vous, est-ce que les gens parfois arrivent en vous disant moi je voudrais la loi Claes-Leonetti, ou tout du moins la sédation profonde. Pensez-vous que les Français connaissent cette possibilité, ou c'est forcément quelque chose amené par le corps médical? Les soignants. Je crois que d'abord, la médecine conquérante, spécialisée, biotechnologique, a eu des résultats tels pour les malades que toute l'humanité du monde, auprès d'eux, n'aurait jamais obtenu ces résultats. Les personnes atteintes du sida mourraient toutes. Elles vivent toutes, avec un comprimé par jour en 3 composantes. Les diabétiques de type 1 mouraient, puis vivaient avec des complications terribles. Aujourd'hui, une évolution spectaculaire sous nos yeux. Vous avez une douleur, un stent, c'est pas la peine de faire de longs discours, et vous vivez 30 ans de plus. L'IRM décèle des tumeurs. Bref, ce que je veux dire, c'est que les soignants ont évolué avec la technologie, avec ce que leur offrait des progrès qu'on n'a jamais connus dans l'histoire de l'humanité en 50 ans. Jamais. Alors maintenant, on dit la médecine est morcelée. Elle est empilée en des strates, et il n'y a pas assez de coordination. C'est vrai, c'est vrai. Il y a 2 médecines. Il y a une médecine technique, performante, qui donne des résultats incroyables. Et si on n'y a pas accès, tout l'apitoiement et l'humanité ne sert à rien, parce que vous passez à côté. Cette médecine est nécessaire. Ensuite, vous avez une médecine de l'humain, de la relation humaine. Elle est basée sur la temporalité et la formation à cette relation humaine. Écoute, présence, regard, annonce, tact. Ça, c'est la médecine des EHPAD. C'est la médecine des centres du handicap. C'est la médecine des malades qui ont de multiples pathologies. C'est la médecine du vieillissement. Et cette médecine-là est nécessaire aussi. Elle est absolument indispensable. C'est pour ça que dans une formation, il doit y avoir ces 2 aspects qui doivent être équilibrés. Ça, c'est sûr. Le care et le soin de compétence et de pertinence. Alors, dans la fin de vie, effectivement, c'est essentiel, le prendre soin, la lecture de l'autre, l'écoute de l'autre. Et il faut du temps. On a l'habitude de dire, on peut avoir une médecine des actes parfaitement acceptable et qui soit très rémunératrice et productive pour les actes, prothèse du genou, prothèse de hanche, nodule thyroïdien, stent, cataracte, enfin je peux vous les empiler. Une organisation magnifique permet d'avoir des résultats magnifiques, et on peut même gagner de l'argent là-dessus. Dès qu'on touche à la vulnérabilité, vouloir faire de la productivité est terrifiant. Parce qu'il n'y a que le temps humain qui compte et qu'il est très peu rémunéré.
Donc, dans la fin de vie, c'est du temps humain. Et donc, le métier de soins d'accompagnement, soins palliatifs, est un métier, je le dis, admirable, avec des personnes qui sont impressionnantes. Voilà, ils sont là pour ne pas abandonner, et eux, inlassablement, ils ont peur, ils redoutent qu'on leur dise un jour d'aider officiellement, dépénaliser, légaliser, à tuer. On les écoute. On sait le temps qui passe, parce que eux, c'est de l'humain pur. Il n'y a pas de technique. Ils représentent ce que vous dites. Parfaitement. Tout est autour de ce soin en temporalité, en présence et en écoute. Ça ne peut pas être tout le soin. Il faut un assemblage des deux, si je puis dire. Je ne sais pas si je réponds à votre question, mais en tous les cas, c'est ce qu'on observe depuis longtemps. Et c'est pour ça que dans les facultés de médecine, je déborde un peu, il y a eu un très gros progrès là-dessus. C'est l'entraînement à l'annonce, l'entraînement à la relation, et du temps de plus en plus développé à côté de la technicité pour dire la personne que j'ai en face, c'est pas qu'un acte technique, bien sûr. Oui, alors vous interrogez, madame, sur l'information du public, et vous avez visé la sédation profonde et continue. Moi, je vous répondrai de manière un peu plus globale sur l'ensemble des droits des patients et de leurs devoirs, l'ensemble. Je pense que c'est de l'éducation à la santé qu'on devrait faire finalement dans le cadre scolaire, universitaire de notre vie de citoyen, et qu'il n'y a pas tellement de raison de détacher les droits qu'on peut avoir pour sa fin de vie d'un ensemble d'informations sur des droits que nous avons tous, consulter notre dossier médical, droit au secret, droit à l'information sur notre situation de santé, etc. Donc, apprendre aux enfants, dès la scolarité, qu'il y a pour la fin de vie de chacun de nous des éléments essentiels, pourquoi pas? Et je pense que ça serait en plus habitué à considérer la fin de vie comme, entre guillemets, n'étant pas une réflexion répulsive. On a tous des difficultés à considérer notre fin de vie, à rédiger nos directives anticipées si on veut le faire. C'est humain. Mais probablement, c'est une question d'éducation dans notre société. Il y a des pays qui sont plus habitués à le faire que nous, mais je pense que c'est un ensemble d'informations qu'on pourrait délivrer. Et il n'y a pas beaucoup d'éducation à la santé, malheureusement, dans notre pays. Un ensemble de droits et de devoirs. Et sur la collégialité ? Oui, alors la collégialité, vous voulez répondre peut-être ? La collégialité existe dans beaucoup de domaines. En médecine aujourd'hui, décisions autour des réunions de concertation pluridisciplinaires sur le cancer, décisions d'actes chirurgicaux en certains domaines de la cardiologie, décisions d'opérer les personnes obèses de chirurgie bariatrique, etc., etc. Ça se développe partout. Ce qui manque, y compris dans la réunion de concertation pluriprofessionnelle en cancérologie, c'est la dimension éthique. Qui dit les dimensions éthiques veut dire questionnement à plusieurs, d'horizons divers. C'est pas multidisciplinaire, c'est pluriprofessionnel. Et de formations différentes. Pour moi, par exemple, il n'y a pas de questionnement éthique
s'il n'y a pas un mélange dans la décision des soignants qui sont au plus près de la personne, des aides soignantes qui voient au quotidien ce qu'est la vie et l'écoute, les médecins, bien sûr, spécialistes de la maladie peut-être, et probablement dans certains cas. Et donc la collégialité, elle doit être très plurielle. Alors vient la question, dans les grands centres hospitaliers, il n'y a aucun problème à ça, si on veut vraiment le faire. Dans les EHPAD, que je visite beaucoup parce que je préside l'espace éthique de la grande région Occitanie, et on est très sollicité sur les EHPAD. On en a pris l'habitude avec le Covid, avec les tensions liberté et sécurité. On est dans le même dilemme éthique qu'aujourd'hui sur la fin de vie, c'est-à-dire respect de l'autonomie de la personne, jusqu'où, et de l'autre côté, protection des plus vulnérables. C'est le même débat, toujours, en éthique, pratiquement. Et là, on voit très bien que dans les EHPAD, il faut absolument que les décisions soient prises avec, certes, le médecin qui s'occupe de la personne, si possible, le médecin traitant surtout, d'accord, le médecin coordonnateur, l'infirmière coordonnatrice, mais un représentant du personnel au contact, aide-soignante, d'où sort souvent un bon sens incroyable sur la... Pas incroyable, mais tout simplement parce qu'on ne les écoute pas. Donc cette collégialité, j'y crois beaucoup. Elle doit savoir se questionner. Elle n'est pas toujours dans le consensus, mais elle fait le tour des questions avec des angles de vue différents. Et c'est de cet angle de vue, de ces angles de vue que sort l'humanité. Sinon, c'est la conviction. Or, comme le dit Nietzsche, la conviction, c'est pire que le mensonge. Parce que ça trompe tout le monde, la conviction. J'ai la conviction que c'est l'inverse de l'éthique. Et donc, c'est toute une culture, mais je trouve que dans les EHPAD, ça pénètre vite. Parce qu'il y a une volonté que ça aille vite. On n'en parle pas dans la crise actuelle, mais il y a des établissements magnifiques à ce niveau, au niveau de la mise en place d'une réflexion éthique. Didier Martin. Et Laurence. Je suis un peu sans mots après la conviction et le mensonge et la citation de Nietzsche. Vous avez un peu rapidement, monsieur le professeur, balayé les 3 premiers points dans vos propos d'introduction sur l'amélioration de l'information, sur le développement, l'information de tous les publics sur leurs droits, puisque cette loi Cléo-Senetti est une loi de droits nouveaux, de multiples droits nouveaux, renforcés, réaffirmés et même enrichis. Donc, améliorer l'information auprès du grand public, peut-être il y a quand même des choses à faire, peut-être avez-vous des idées là-dessus. Même question sur la formation de tous, sur ce sujet de la fin de vie, dans cet esprit demain de traiter avec humanité et en collégialité. Pouvez-vous revenir sur l'un et l'autre sur ces 2 points-là, s'il vous plaît? Je me permets. Je crois que la loi Claes-Leonetti, vous le savez, a eu l'immense qualité d'être un pas décisif sur le trépied qu'elle a renforcé en y rajoutant la sédation profonde continue. C'est une loi qui a une immense qualité, c'est qu'elle n'a pas déchiré le milieu de soins et le milieu social, les milieux culturels, les milieux religieux. Elle n'a rien déchiré.
Et ne pas déchirer, c'est très important lorsqu'on parle des convictions de fin de vie et des consciences sur la fin de vie. Parce que bien sûr que choisir sa fin de vie est très honorable, important, et l'autonomie est une valeur éthique majeure, mais aussi la protection des plus vulnérables, ne pas abandonner, accompagner et vouloir le faire en atténuant les souffrances est capital. Donc, la loi Claes-Leonetti a été vraiment un pas apprécié en milieu de soins. Elle a gardé une ambiguïté volontaire, si je puis dire. C'est que entre le laisser mourir en déconnectant doucement et le faire mourir en appuyant fortement, chacun peut agir comme il le sent sur le terrain, comme il voit l'état de la personne, sa réaction et la réaction des plus proches. Et c'est sûr que ça existera toujours, même si on envisage d'autres outils de la mort. Ces outils de la mort sont toujours glaciaux. Ils sont froids, ils sont inhumains. Je veux dire par là que ce n'est pas la sédation profonde continue, l'assistance au suicide ou l'euthanasie qui humanise. C'est l'accompagnement, la qualité de l'assistance qui font. C'est pour ça que dans le mot assistance au suicide, le mot le plus fort, c'est assistance et qualité de l'assistance. Ce qui est inhumain, ce qui est indigne, on parle beaucoup de dignité, c'est très compliqué, le mot digne. Je préfère le mot apaisé. Si on est apaisé, on est déjà assez digne. Mais ce qui est absolument indigne, c'est de ne pas être écouté dans ses souffrances, un déni de souffrance, en quelque sorte, et que le soin n'y réponde pas par des mesures adaptées. C'est ça qui est indigne. Obstination déraisonnable, c'est indigne. Et la deuxième indignité, pire, c'est mourir seul, dans la solitude. Partir en Suisse et aller recourir à une euthanasie tout seul. C'est inhumain. En France aussi. Et donc, c'est pour ça que la position des soins palliatifs, on les comprend. Ils disent, nous, on amène le fait de ne plus mourir seul. Et de ce point de vue-là, on est obligé de les entendre. Parce que c'est vrai que la pire indignité, serait de donner un outil de la mort et de dire débrouillez-vous, mais on n'a pas des soins palliatifs qu'il faut. Enfin, on va bricoler l'euthanasie, excusez du mot. C'est pour ça que les trois propositions initiales qui font l'unanimité restent très fortes, hein, bien sûr. Aller vers c'est ce qu'on dit souvent à l'Académie de médecine, parce qu'on se pose à l'Académie de médecine, et Claudine le sait, la question de notre légitimité de parler de questions de société. Par contre, on pense qu'on a une légitimité pour dire attention, cette loi n'est pas appliquée, non pas parce qu'elle n'est pas applicable. J'ai entendu un parlementaire dire une loi non appliquée, une loi non applicable. Pas du tout. Pas du tout. C'est une formule gratuite. Une loi non appliquée, c'est une loi qui n'a pas encore ou pas eu les moyens de son application. C'est pas pareil. Et si vous rajoutez une loi qui couvre la poussière sous le tapis, il y aura toujours les moyens non présents qui la rendront inapplicable.
C'est une vraie difficulté, ça. Or, c'est complexe. On voudrait que, si on ouvre des droits, on soit très entouré, très accompagné par des professionnels qui atténuent la solitude, le fait de mourir seul, et surtout qui reconnaissent la souffrance intenable et y portent une attention particulière. Merci. Laurence Christol. Merci. Tout d'abord, je voulais vous remercier, professeur Bringer, professeur Espert, d'être venu ce jour à notre rencontre et de vos propos qui m'ont profondément touchée. Touchée parce que, comme vous le savez, je travaille également depuis plus de 30 ans en service de gériatrie et de cancérologie, donc je vis aussi de ce côté-là cette loi. Je voudrais revenir sur ce que vous nous avez dit en premier, monsieur le professeur Bringer, sur l'information, effectivement, la connaissance de la loi. On a aussi beaucoup parlé, non pas de directives anticipées, mais de discussions anticipées. Ça a été une longue, lors de l'audition de ce lundi avec le docteur Claire Fourcade. Donc, effectivement, ce premier point que vous avez soulevé, de l'information de tout un chacun sur les tenants et aboutissants de cette loi me semble effectivement à souligner. Deuxièmement, vous avez parlé de formation, et effectivement, ça revient on reparle également des 26 départements sur lesquels nous n'avons pas de structure de soins palliatifs, en tout cas suffisamment nécessaire pour la population, et la formation des soignants. Caroline Fiat est partie, mais c'est vrai que la collégialité de cette formation et ces discussions en réunion de concertation pluridisciplinaire et autres, d'éthique, effectivement, le deuxième point que vous avez soulevé qui nous semble très très important. Vous avez parlé de mots très forts comme d'accompagnement, d'assistance, d'apaisement, mais également de droits et de devoirs. J'en viens à la question que vous avez soulevé vous-même, professeur Espert. On a aussi, en début de semaine, auditionné des professionnels de la gériatrie, de la réanimation et de la chirurgie. Et on voit bien également que les sujets sont différents selon si on exerce en cancérologie, en EHPAD, en ville, en hôpital. Et je viens à ma question, c'est l'aspect particulier de la maladie de Charcot. Vous l'avez abordé le sujet en premier. C'est aujourd'hui un point qui est souvent soulevé et que vous avez vous-même abordé, parce que dans quoi la loi actuelle, avec ses évolutions depuis la première loi Leonetti, peut résoudre les attentes et les besoins de cette population particulière de patients qui aujourd'hui effectivement exprime son désir d'une prise en charge sur son évolution et sa fin de vie. Et je voulais souligner ce que vous avez vous-même dit, professeur Bringer, sur les avancées thérapeutiques. Moi, je me sens suffisamment vieille, effectivement, pour voir depuis 30 ans les avancées thérapeutiques que nous avons fait dans tous les domaines de la santé. Et justement, cette dualité qui est qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une maladie difficile à prendre en charge, avec une évolution relativement rapide, des attentes et les interactions avec tout ce qu'on a soulevé sur l'étendue et les compétences de la loi. Je vous remercie. Oui, sur effectivement la maladie de Charcot, moi j'ai été frappée parce que à l'Académie de médecine, on a auditionné une personne qui accompagnait les patients d'une part, et d'autre part l'un des chefs de service qui à la PHP traite les maladies de Charcot, et il nous a clairement dit que malgré tout l'accompagnement que des services entièrement spécialisés de ce type peuvent donner, il y a des personnes, des malades qui n'en peuvent plus et arrêtent. Et je fais une référence au cancer. En matière de cancérologie, nous entendons aussi des témoignages de personnes, et Jacques Bringer citait un exemple, des lignes et des lignes de chimio, n'en peuvent plus. Donc, c'est vrai que la loi, à l'heure actuelle, sa limite, si on peut dire, c'est la notion de court terme. Elle prévoit la fin de vie, l'arrêt des traitements, mais en situation de court terme. Mais c'est vrai que pour ce type de situation,
où on connaît d'avance, le patient connaît d'avance, essentiellement dans la maladie de Charcot, le fait qu'il n'y a pas de traitement à terme et que l'évolution de sa situation va être humainement extrêmement difficile. Il est évident que tout l'accompagnement dont Jacques Bringer parlait doit être fourni, c'est certain. Mais on ne peut pas ne pas prendre en compte tout de même cette demande qui, dans certains cas, est faite. Et là, la question vient pour nous, est-ce qu'il faut compléter la loi par une ouverture vers une aide active à mourir? C'est vraiment ça la question qui se pose. Mais moi j'ai envie de vous dire par rapport aussi aux questions précédentes que ce qu'on peut infiniment regretter, c'est qu'on ne soit pas en mesure à ce jour, avec une loi Claes-Leonetti qui est équilibrée, Jacques le disait, qui est vraiment équilibrée, qui apporte beaucoup de choses, de faire un bilan, une évaluation avec une loi bien appliquée partout, à la fois par tous les soignants et dans tous les territoires de notre pays. Est-ce que là, on apprécierait vraiment s'il manque quelque chose? Ça serait vraiment la bonne question que l'on devrait se poser. Or, c'est vrai qu'à ce jour, comme la loi est mal appliquée et que probablement, dans certains lieux, ces situations absolument épouvantables, elles se posent avec encore plus d'acuité, on a une réponse, évidemment, qu'on peut apporter en ouvrant davantage. Mais on est obligé d'avoir un doute. Est-ce qu'on fait bien d'ouvrir ainsi? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions qu'on pourrait apporter, mieux adaptées à la situation? Donc c'est vrai qu'on est dans une situation difficile pour réfléchir à la question cruciale qui se pose à nous aujourd'hui d'une ouverture éventuelle, du fait de la non-application de ce qui existe. Et à mon avis, alors il y a vraiment un point que je souligne parce que ça me paraît majeur, il ne faut surtout pas s'engager vers une ouverture en occultant ce qui n'existe pas sur les soins palliatifs à ce jour. Ça serait absolument catastrophique parce qu'on n'est pas en mesure d'appliquer les soins palliatifs de manière valable, on ne sera pas mieux en mesure d'appliquer une ouverture dans la situation actuelle. Donc, si jamais on ouvre, si le législateur estime devoir ouvrir, il faut faire très attention, mais mener avec une force énorme tout ce qui nous manque en matière de soins palliatifs. Ça me paraît majeur, vraiment. La question qu'on s'est posée, c'est, en les écoutant encore et encore, c'est comment refuser à quelqu'un qui connaît son pronostic à quelques mois et qui voit arriver sa dégradation. Il ne veut pas la subir, il ne veut pas la faire subir aux autres. On se dit, c'est pas humain de laisser en disant la loi Claes-Leonetti couvre le court terme et ils ont eu raison de laisser le mot court terme sans préciser, parce que alors si on précise le court terme, le moyen terme, on rentre dans les semaines, les mois, et à 6 mois et 1 jour, c'est plus, à 5 mois, c'est pas possible. Les équipes doivent savoir ce qu'on entend par là, on doit être très raisonné là-dessus. Mais c'est vrai que il y a le Charcot, mais il y a d'autres maladies tout aussi terribles, plus ou moins rares, et dont on connaît le pronostic. C'est vrai que la temporalité du pronostic, on ne la connaît pas toujours. Ça, les neurologues, on est entouré de neurologues qui ont beaucoup travaillé là-dessus et qui disent le pronostic, le fixer vital, c'est pas toujours simple. Donc tout ça est effectivement complexe. L'assistance au suicide présenterait 2 avantages, si on peut dire, dans ces situations extrêmes, mais légitimes. C'est des situations extrêmes, mais qu'on doit reconnaître. Vous savez, les 2 avantages, l'un paraît réel,
c'est que puisque on voudrait ouvrir des droits par respect du principe d'autonomie et du libre choix de sa vie et de sa mort, le vrai libre choix jusqu'au bout, c'est l'assistance au suicide. On le sait par les données de l'État de l'Oregon, où un tiers des patients qui ont pris l'ordonnance, qui ont été évalués, reconnus comme étant des indications d'assistance au suicide, ne passent pas à l'acte. C'est la liberté ultime que ne respecte pas l'euthanasie. Parce qu'une fois qu'on est dans le protocole d'euthanasie, les procédures sont engagées. On ne respecte pas l'hésitation jusqu'au bout. Ça, c'est le point, je dirais, éthique. Et puis, il y a un point pragmatique. C'est que les soins palliatifs sont les piliers de la fin de vie dans notre pays. Et ils devraient l'être de plus en plus. Si des moyens ainsi, si la formation, etc. Or, les soins palliatifs sont, je l'ai dit, tendus sur l'euthanasie, plus que ça. Et que donc, nous ne sommes pas sûrs que cette ouverture à l'euthanasie serait suivie d'une réelle amélioration sensible de la fin de vie dans notre pays. C'est important. Mais je finirai en disant, l'assistance au suicide pose un problème énorme. Énorme. On a écouté les psychiatres spécialistes de la prévention du suicide. Les réanimateurs qui passent leur temps à récupérer des personnes suicidées, avec assistance à personne en danger. Et ils voient difficilement la gestion de cela. Et à l'appui de leur dire, des psychiatres, il y a les chiffres des Pays-Bas et les registres. Puisque 25% des personnes avec troubles psychiatriques qui ont eu des suicides assistés avaient entre 30 et 50 ans, 25%. 44% avaient entre 50 et 69 ans. L'indication, c'était une souffrance psychiatrique. Un grand nombre avaient des antécédents multiples de suicide. On voit l'ambiguïté. 56% n'avaient pas eu les traitements recommandés. On avait dit dépression réfractaire, il n'y avait pas eu les traitements recommandés. Tout ça est vérifiable, publié. La moitié d'entre eux n'avaient pas eu de test permettant de savoir si leur capacité de jugement ou de discernement était maintenue. Et évidemment, ce que disent les psychiatres, c'est que quand on est dépressif, on veut mourir. Et où est la limite ? Les dépressifs n'ont plus la pleine capacité de discernement. Ils ont des douleurs, parfois psychologiques, intolérables. Et leur capacité de décision même est altérée. Toutes les études le montrent. Donc, à l'Académie de médecine, je pense que ça sera un élément pivot. On pense qu'il ne faut pas toucher aux vulnérables par maladie mentale et troubles psychologiques. Sinon, on rentre dans un risque de notre monde. Et c'est un élément probablement absolument clé que nous ont enseigné les Pays-Bas. J'ai noté un mot dans un des registres des Pays-Bas.
pour un patient qui a été suicide assisté. Le patient était un homme complètement seul dont la vie avait été un échec. Voilà. Suicide assisté. Je crois que ces dérives, même si elles sont peu nombreuses, doivent inciter à des garde-fous en béton. En béton. Monsieur le professeur, je reviens également sur les propos que vous avez tenus et qui me semblent tout à fait représenter actuellement le fil de votre pensée, c'est qu'on est vraiment sur le fil du rasoir, avec aujourd'hui ce que vous venez de dire également sur les personnes atteintes de maladies mentales au sens large et le risque de dérive. Et ça rejoint aussi un sujet qu'on a abordé en début de semaine, qui est les dérives que nous pourrions voir arriver sur nos personnes les plus vulnérables, et notamment les personnes qui sont en avancée en âge, avec le problème de la dépendance et de la perte d'autonomie. Là, on est encore sur un autre sujet que la cancérologie ou les maladies neurodégénératives. Donc, on est sur un domaine de société également qui représente également une vision de notre avancée en âge. Et c'est vrai que ce que vous venez de dire sur les maladies, les personnes atteintes de dépression maladie, hein, de désir de suicide, me donne un parallèle, si vous voulez, sur la vulnérabilité de nos personnes âgées par rapport à une évolution ou à une modification de la loi existante en ce sens-là. Comment vous voyez les choses justement par rapport à ces personnes qui ont justement des troubles cognitifs, peut-être pas des directives anticipées suffisamment explicites comme vous l'avez dit également au départ, et qui pourraient être également influencées par une évolution ou une autre loi qui pourrait être déposée? C'est un point sensible. Donc il y a les maladies psychiatriques, les états psychiatriques, il y a les personnes âgées en fin de vie et la question du discernement en fin de leur vie. C'est pas pareil qu'en fin de vie, parce qu'il y a des demandes chez les personnes de 95 ans, 13 ans, qui disent c'est trop long, je suis lasse, mes enfants ne veulent pas entendre parler de ça, mais moi je le dis et ils le redisent. Alors, évidemment, ça questionne toujours la capacité de discernement d'une personne. Et c'est ce qui est parfois complexe. S'il y a capacité de discernement de la personne, c'est un point extrêmement délicat. Et c'est vrai que c'est un des éléments où on n'a pas du tout pris position au niveau de l'académie sur des choses comme ça. Là où on prend position, j'en profite pour le dire, c'est sur les personnes handicapées. On a écouté plusieurs personnes, mais il y en a une dont j'ai les propos qui m'ont frappé. Comment qualifier une fin de vie lorsqu'un handicap ne permet pas à une personne de se représenter elle-même, de ne même pas pouvoir concevoir l'idée d'un choix de ce type, alors même que la violence de ces apparences pour les autres, parce que dans le handicap lourd, il peut y avoir une violence des apparences qui masque leur potentialité réelle, leur capacité d'empathie, et qui ne permet pas de voir qu'ils ont des moments de bonheur et qu'ils vivent. Donc dans le handicap, c'est un élément où les associations d'handicapés sont inquiets. Ils traduisent une inquiétude. C'est-à-dire que le message qu'ils perçoivent, il ne faut pas qu'ils puissent le percevoir comme étant une violence,
en ce sens qu'ils pourraient instiller chez eux l'idée que pour être digne, il ne faut pas exister. Et ils le disent. C'est pour ça qu'on retranscrit ça. Et c'est là hein, les 3 points sensibles, je trouve, d'une ouverture de la loi. Et je vous disais qu'on regarde de très près l'assistance au suicide, pour les raisons que j'ai dites et des indications dont on parle, mais on sent bien qu'il y a 3 choses. Les maladies psychiatriques avec la prévention du suicide, et c'est tendu, les personnes handicapées lourdes et les malades âgés à la fin de leur vie, mais pas en fin de vie. C'est la difficulté. Et je me permettrai de rebondir sur ce dont on a parlé déjà précédemment, c'est-à-dire effectivement de l'éventualité d'obstination déraisonnable sur des 6e, 7e ou 8e lignes de chimiothérapie, mais aussi de la volonté de beaucoup de patients de continuer également les soins, mais aussi pour rebondir sur ce que vous venez de dire, professeur Bringer, sur le regard de la société envers les personnes en fin de leur vie ou en personnes en situation de handicap et sur le sens de leur vie. Et je pense qu'aujourd'hui, si c'est un sujet qui est de société, c'est aussi de façon encore plus large que certains points que nous avons abordés, aussi le regard que la société porte sur les personnes handicapées en fin de leur vie, ou qui sont dans des situations effectivement où le regard des autres, de leur famille, des soignants ou de la société en sens général a changé. Je pense que c'est pour ça que c'est un problème de société encore plus large que le stricto sensus, les limites de la loi. Une dernière ou quelques dernières questions de Didier Martin. Vous nous avez largement entraîné sur une ouverture, sur une évolution possible de la loi. J'ai bien entendu vos préventions, vos précautions, vos garde-fous concernant les plus vulnérables, les personnes handicapées, les troubles mentaux, et tout ça a un écho évidemment profond pour un soignant, mais aussi pour toute personne qui se souvient de l'histoire du XXe siècle. C'est clair. Je précise aussi que dans ce que je sais, l'euthanasie, quand elle est pratiquée chez un patient conscient qui demande, parce qu'il est dans une situation précise de maladie incurable, qu'on ne peut pas soulager et un pronostic court, ce patient conscient peut jusqu'à la dernière seconde, au moment de l'acte, renoncer. Et je m'inscris avec respect par rapport à ce que vous avez dit. Quand on lance le processus, on ne peut plus l'arrêter. Je pense que j'espère en tout cas que ce n'est jamais le cas. Et si un jour une loi devait intervenir dans notre pays, il faudrait que ce point-là soit parfaitement précis aussi, à cause de la temporalité, de la labilité des décisions, des évolutions, de cette notion très évolutive aussi de ce qu'est la dignité quand on est dans un état de santé ou dans un état de malade et bien sûr en fin de vie. Par parenthèse, personne n'est capable de définir précisément ce qu'est la santé mentale. Et quelque part, mais je ne veux pas digresser, nous sommes tous des personnes vulnérables et nous sommes tous des personnes avec des problèmes mentaux que nous arrivons plus ou moins bien à maîtriser. Je reviens sur un dernier point, c'est celui du droit dans la loi Claeys-Leonetti de refuser, après information, après dialogue, tout traitement pour ne pas subir sa dégradation, je reprends vos mots, ou ne pas ni la faire subir aux autres. À partir du moment où on décide d'arrêter tout traitement, y compris hydratation, alimentation, puisque c'est considéré de par la loi comme un traitement, on est directement quand même
devant la question suivante, que fait-on? Que fait-on quand on est en face de cette situation-là? Et on ne peut pas être totalement passif par rapport à cette décision de refuser tout traitement après information et dans le cadre qu'il faut effectivement bien cerner. Il faut bien sûr distinguer, mais vous le faites, l'arrêt, le refus du traitement et la continuation de soins. Les soins, soigner un corps, soigner une personne par des gestes, par un certain nombre d'éléments du soin, d'hygiène et de bien d'autres choses, d'attention à la personne, doivent se poursuivre. Là, c'est le refus du traitement qui doit être absolument respecté, bien sûr, en atténuant ces souffrances, ce que permet dans le court terme, pronostic vital à court terme, la sédation profonde continue jusqu'au décès, menée tranquillement ou menée au galop selon laisser mourir ou faire mourir. Je crois que là-dessus, les outils sur le très court terme sont au point. Tout ce qui est pronostic vital à court terme est réglé, du moins sur le papier, par la loi Claes-Leonetti. Il reste ce moyen terme qu'ont ouvert beaucoup de pays dans cette désespérance de sa dégradation annoncée, alors qu'on est en pleine possession de choisir et de comprendre et d'assister au spectacle de sa destruction. Ça, c'est la loi Claes-Leonetti ne peut pas répondre à ça à moyen terme. Il y a un non-dit. Bien sûr qu'il y a des aides là-dessus, mais c'est des non-dits. C'est pas clandestin, mais c'est non-dit. Parce que c'est intenable. Donc, c'est pour cela qu'on réfléchit beaucoup à une ouverture très bornée, cadrée, qui fasse tout pour empêcher les dérives et dise aux plus vulnérables, on a fait très attention à vous. Cette loi, si vous permettez, Monsieur Falorni, le texte de loi, proposition que vous aviez présenté en un temps, il y avait un seul mot qui m'avait paru excessif, c'est garantir. On ne peut pas garantir une fin de vie digne et apaisée. On peut favoriser, on peut tenter de mieux mourir, mais pas garantir. Dans la fin de vie, rien n'est garanti. Et un texte de loi ne peut pas garantir. Alors nous nous positionnons pour trouver cette ligne de crête, et le choix des mots et des paragraphes est difficile, pour répondre à la désespérance en protégeant les plus vulnérables. C'est la ligne où on est. Bien, écoutez, je veux vous remercier vraiment infiniment pour la profondeur et la hauteur de la réflexion sur la fin de vie que vous nous avez proposée ce matin. Merci beaucoup. Je crois que ces réflexions vont largement inspirer nos travaux et je ne doute pas que nous aurons l'occasion dans les semaines ou les mois qui viennent, en fonction de ce que sera la suite des travaux menés et dans le cadre de la mission parlementaire que nous menons et dans le cadre de la Convention citoyenne sur la fin de vie qui a lieu aussi en même temps. Je pense que nous aurons effectivement à nouveau à
à échanger, à réfléchir, parce que je crois que ce que vous avez développé est extrêmement important. Et merci à l'Académie de médecine d'y contribuer. Bonne fin de journée à vous.